Depuis 2014, nous connaissons désormais l'ère hybride. Fini les V10, les V8, les V12, la FIA a introduit une nouvelle réglementation qui demande à ce que les moteurs de Formule 1 soient des V6 turbo hybrides. Et cette nouvelle réglementation a particulièrement fâché les fans puristes, comme moi d'ailleurs, qui trouvent que le V12 est une symphonie alors qu'avec les V6 actuels, ce n'est pas le cas. Mais au final, ces moteurs V6 turbo hybrides qui nous font tout de suite penser à une Toyota Prius, et ce n'est pas un compliment, sont effectivement très intéressants et surtout au service de la vitesse. Aujourd'hui, on va donc voir comment un moteur de Formule 1 moderne fonctionne. Un moteur de F1 se décompose donc en 6 parties. Le moteur à combustion interne, le moteur classique présent dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, un turbocompresseur, un MGUK, un MGUH, une batterie et de l'électronique. Et alors là, vous parlez ouzbek. Le moteur à combustion interne fonctionne très simplement. Il y a des pistons dans des cylindres qui font un mouvement vertical par l'explosion du mélange air-essence provoqué par une étincelle. Ce mouvement vertical est transformé en mouvement rotatif par le vilebrequin qui, grosso modo, va transmettre ce mouvement par la transmission aux roues motrices. Ce mélange qui a explosé dans le cylindre est ensuite évacué vers l'échappement. C'est le gaz d'échappement moteur classique. On passe au turbo. Le turbocompresseur est composé, comme son nom l'indique, d'une turbine et d'un compresseur, placés tous les deux sur le même axe. Le gaz d'échappement qui sort du moteur arrive dans la turbine et fait tourner cette dernière avant d'être expulsé une bonne fois pour toutes par l'échappement dans l'air qu'on respire. La turbine entraîne le compresseur qui avale de l'air et le renvoie dans le moteur. Plus d'air dans le cylindre, donc un mélange plus riche et donc un surplus de puissance. Sauf qu'avec un turbo, il y a le fameux turbo lag. À bas régime, le turbo n'est pas très efficace puisque la vitesse du gaz qui arrive dans la turbine est faible. Mais plus on monte dans les tours, plus la turbine va vite, plus il y a d'air dans le cylindre, plus il y a de gaz qui est rejeté, plus la turbine va vite, etc., etc. La puissance arrive plus vite au fur et à mesure que le moteur tourne plus vite. Et cela demande une sacrée maîtrise en termes de pilotage, bien qu'on ait un manque à gagner finalement à bas régime en termes de puissance. En F1, la turbine et le compresseur sont séparés par un moteur électrique qui peut soit être un générateur, soit être un moteur. Les gaz d'échappement font tourner la turbine qui fait tourner le moteur électrique qui va générer de l'électricité qui va être ensuite soit stockée dans une batterie, soit utilisée pour faire continuellement tourner le turbo et annuler ce fameux turbo lag. Le turbo tourne toujours vite et alimente toujours plus le V6. Et en plus de cela, le pilotage est carrément plus simple. Et voilà, je viens de vous expliquer le turbo et le MGUH. Passons désormais au MGUK. Concrètement, si vous saviez ce qu'était le KERS, eh bien dites-vous que c'est pratiquement la même chose. On va parler d'énergie cinétique. Et là par contre, il faut expliquer ce que c'est. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement par rapport à un référentiel donné. La voiture est en mouvement par rapport au sol. Lors d'un freinage, l'énergie cinétique de la voiture est transformée en chaleur du fait de la friction entre l'étrier de frein et la plaquette. Dans le cas du MGUK, le but est de récupérer une partie de cette énergie cinétique et de la transformer en électricité pour soit la stocker, soit la redistribuer aux roues arrière. Attention, on ne récupère pas la chaleur, mais l'énergie cinétique avant qu'elle se fasse transformer en chaleur par le freinage. Le MGUK est couplé aux roues arrière et fait office de frein pour emmagasiner l'énergie. L'électricité est ensuite utilisée par ce moteur électrique qui donne un surplus de puissance. Lorsque le pilote freine, les roues avant ont un système hydraulique classique. À l'arrière, c'est un système électronique qui contrôle la proportion d'utilisation du MGUK et des étriers de frein pour ralentir les roues. C'est une façon de mieux gérer le freinage et pour donner un ressenti plus proche d'un freinage hydraulique classique au pilote. Et le freinage des roues arrière dépend de ce que veut le pilote. Cela dépend donc de la puissance qu'il va mettre dans la pédale de frein, de s'il veut récupérer de l'énergie et recharger les batteries, s'il veut justement décharger les batteries, etc., etc. Autrement dit, si l'électronique foire, c'est très compliqué de continuer à rouler. L'électronique de commande permet de gérer tous les éléments qu'on vient de voir pour qu'ils interagissent de la bonne manière et à la convenance du pilote pour aller toujours plus vite. Ce système est automatisé dans le sens où le pilote n'a pas un bouton sur lequel appuyer pour délivrer plus de puissance au moteur comme c'était le cas avec le KERS. Ici, tout est optimisé par l'ordinateur de la voiture, par des paramètres prédéfinis en amont par les ingénieurs de chaque équipe. Lorsque vous entendez l'acronyme ERS, Energy Recovery System, on parle de tous les éléments qui récupèrent de l'énergie dans la voiture, le MGUK et le MGUH. Même si ces V6 turbo hybrides n'hurlent pas comme un V12, leur bruit est plutôt agréable, mais très loin d'être impressionnant. Et leur technologie permet d'avoir une puissance et une performance jamais vues auparavant, même avec des énormes V12 atmosphériques. Mais ces moteurs très complexes coûtent très cher et vont être simplifiés en vue de la réglementation de 2021 afin d'attirer de nouveaux constructeurs sur la grille de départ. Mais ça, c'est une autre histoire.